Je me tenais sur le pas de la porte de notre chambre, les bras croisés, observant mon mari, Marc, lutter pour s'asseoir contre ses oreillers. Il portait toujours son corset orthopédique autour des lombaires suite à son opération, et une légère ecchymose marquait encore sa main gauche, souvenir de la perfusion. Et là, il m'a annoncé la nouvelle comme s'il me lisait un bulletin météo. Ce samedi, les 12 membres de ma famille débarquent pour 2 semaines. Prépare tout ce qu'il faut. J'ai ri, pensant à une blague, avant de croiser son regard. Il était sérieux. C'est à cet instant précis que j'ai compris que quelque chose s'était brisé dans notre mariage, sans que personne ne me prévienne. Cela faisait 5 jours que le docteur avait refermé l'incision le long de sa colonne vertébrale, insistant avec ce ton clinique, si tranchant, que prennent les médecins quand ils veulent que vous compreniez l'urgence. Aucune charge lourde, ne pas rester debout plus de 15 minutes d'affilée. Limiter les escaliers. Il m'avait remis une feuille avec les consignes en gras, elle traînait toujours dans le tiroir de notre table de nuit, juste à côté de la boîte d'antidouleur que Marc essayait de ne presque pas prendre. Marc, ai-je dit, en gardant ma voix la plus neutre possible, car j'avais appris depuis longtemps que hausser le ton ne servait à rien avec lui. Il vient de se faire opérer. S'il te plaît, peut-on décaler à la semaine prochaine? Quelques jours de répit, c'est tout ce qu'il faut. Il n'a pas quitté son téléphone des yeux. Personne n'attend. Fais juste ce que je dis. Cette phrase a atterri là où je ne l'attendais pas. Pas dans ma poitrine, mais plus bas, dans mon estomac, là où l'on sent quelque chose se nouer. 22 ans de mariage, et il ne m'avait jamais parlé ainsi. Avec cette froideur. Comme si j'étais une employée ayant demandé un jour de congé en pleine période de rush et qu'il m'informait simplement que la requête était refusée. Je n'ai pas insisté, je ne suis pas une femme qui débat bien sur le vif. J'ai besoin de temps pour retourner les choses dans tous les sens avant de savoir ce que je pense. Alors, j'ai acquiescé, et il a quitté la chambre, satisfait, probablement en train de confirmer les détails à sa mère. Cette nuit-là, je suis restée éveillée longtemps après que le souffle de Marc se soit régularisé à mes côtés. Le ventilateur au plafond tournait lentement, ses pales captant la lumière bleue du lampadaire extérieur. Pour la première fois depuis des lustres, je me suis autorisée à penser aux 2 dernières décennies au lieu de simplement les subir. Chaque été, sans faute, sa famille déferlait chez nous comme une petite armée joyeuse. Ses parents, George et Linda, mariés depuis 50 ans, avaient un avis sur tout, de ma façon de remplir le lave-vaisselle à l'assaisonnement de mes rôtis. Son frère, Ethan, qui, après sa 3e bière, disait toujours que notre maison avait toujours été la maison de famille, comme si c'était un compliment et non un effacement pur et simple de mon identité. 12 personnes, 2 semaines, chaque année. J'avais fait le calcul autrefois, par curiosité, avant de m'arrêter quand le nombre d'heures passées à leur service commença à ressembler à une accusation. Je pensais à notre fille, Chloé, partie à l'université, loin, ignorant totalement que sa mère était allongée dans le noir à faire l'arithmétique de son propre épuisement. Je pensais à la promesse que je m'étais faite à l'hôpital, cette opération devait être le déclic, le moment où je prendrais enfin soin de moi comme j'avais passé 20 ans à protéger les autres. J'ai tendu la main vers la boîte d'antidouleur, j'ai pris un comprimé, puis je l'ai reposé sans le prendre. Je voulais l'esprit clair. À la place, j'ai attrapé mon ordinateur. Je n'ai pas cherché de recettes ni de liste de courses. Pour la première fois, j'ai ouvert le dossier contenant le titre de propriété de notre maison. La maison appartenait à mes parents, achetée en 1994. J'y avais grandi. Après leur décès, la maison m'était revenue, à moi, pas à nous. Marc n'avait jamais demandé à voir l'acte, il n'en avait jamais eu besoin, dans son esprit, la maison était devenue la nôtre, et il se sentait le droit d'y inviter 12 personnes sans même me consulter. J'ai relu le document 2 fois. Propriétaire unique. Mon nom, et uniquement le mien. À 1h du matin, assise sur le couvercle des toilettes, j'ai ressenti une étrange stabilité. Pas de la colère, mais de la clarté. Le lendemain, Marc partit travailler, j'ai appelé Diane, l'avocate qui avait réglé la succession. Je lui ai tout raconté, l'opération, les 12 invités, le refus catégorique de Marc. Mélissa, a-t-elle dit, à qui appartient la maison? À moi, ai-je répondu.
Alors, juridiquement, vous avez l'autorité totale sur qui occupe cette propriété. Vous n'avez pas besoin de son accord. Vous ne demandez pas la permission, vous l'informez. Elle a ajouté, poser des limites n'est pas de la cruauté, c'est le minimum vital pour prendre soin de vous. J'ai passé 20 minutes à discuter de la logistique, documents, preuves, procédures. Tout devait être irréprochable. J'ai ensuite contacté une entreprise de rénovation, Buckey, qui a accepté de commencer le samedi matin même pour des travaux urgents de peinture et de réfection des sols, interdisant toute occupation des lieux pendant le chantier. Puis, j'ai réservé un appartement thérapeutique dans une résidence médicalisée pour ma propre convalescence. Le vendredi soir, alors que Marc était chez son frère, j'ai fait mes valises lentement, mon corset grinçant à chaque mouvement. J'ai laissé un mot sur le comptoir, parti en convalescence selon les ordres du médecin. Maison fermée pour travaux des samedis. Les entrepreneurs ont les clés. Le samedi matin, 3 camions sont arrivés. Ils ont trouvé des affiches plastifiées sur la porte, maison fermée pour travaux. Aucune occupation possible. Derrière les vitres, les ouvriers étaient déjà à l'œuvre, des bâches plastiques recouvraient tout, l'odeur chimique de la sous-couche s'échappait par la porte. Quand Marc a finalement réussi à me joindre, je n'ai pas tremblé. « Qu'est-ce que tu as fait » a-t-il hurlé. « J'ai fait ce que mon chirurgien a ordonné, Marc. Je suis en convalescence, je ne peux pas héberger 12 personnes. » Linda a appelé ensuite, furieuse, me traitant de « parfaitement égoïste ». Je lui ai simplement envoyé par SMS une photo de mes restrictions médicales et je n'ai plus répondu. Marc a dû gérer la crise seul, réservant des chambres d'hôtel à la dernière minute pour près de 4 000 €, sans compter les repas. Il a découvert, en une semaine, ce que j'endurais depuis 22 ans, gérer les caprices de chacun, les médicaments oubliés, les besoins de dernière minute. De mon côté, dans cet appartement calme, je faisais mes exercices de kiné, je lisais, je me reposais. Pour la première fois, je ressentais une paix immense. Vers le 5e jour, les textos de Marc ont changé. Ils étaient moins colériques, plus éreintés. Journée longue, écrivait-il. Il commençait à réaliser le poids du quotidien. J'ai alors ouvert mon tableur, celui que je tenais depuis 15 ans. J'ai compilé les courses, les factures d'énergie, les réparations, les billets d'avion payés pour ses parents, le tout totalisant 185 412 €. Ce n'était pas une vengeance, c'était une preuve. Le dernier jour, j'ai demandé à Marc de réunir tout le monde dans la maison, désormais rénovée et propre. Je leur ai distribué à chacun un dossier. Ils ont lu en silence. Quelqu'un peut-il me citer une seule fois en 22 ans où j'ai été traitée comme une invitée et non comme une domestique ? Personne n'a répondu. Le silence était lourd. Je ne veux pas être remboursé, ai-je poursuivi. J'ai eu besoin de voir ces chiffres couchés sur papier pour croire ma propre réalité. J'ai adoré avoir cette famille dans ma vie. Mais je n'ai jamais aimé être invisible dans ma propre maison. Linda ne semblait plus préparer une contre-attaque, mais plutôt encaisser le choc. Marc, lui, me regardait avec une reconnaissance nouvelle. Je suis rentrée chez moi 11 jours après mon départ. Marc et moi n'avons pas eu de grande explication dramatique, ce n'est pas ainsi que se répare un mariage. Mais quelques jours plus tard, autour d'un café, il m'a dit doucement, je ne savais pas que cela représentait tout ça. Pas seulement l'argent, tout le reste. Les trajets, les repas. Je ne savais pas, parce que je n'avais jamais eu besoin de le savoir. Tu gérais toujours tout. Je sais, ai-je répondu. Et je ne cherchais pas à ce qu'il se sente coupable, juste à ce qu'il voie enfin ce qui avait toujours été là, sous ses yeux.